Tous les matins sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. La prolongation évidemment qui continue avec notre deuxième invité ce matin. Vous le voyez à l'écran. C'est bien sûr Monsieur Étienne Soropogui. Eh bien, il est avec nous dans ce studio, mon cher Moussa Mouissila. Étienne Soropogui, bonjour. Bienvenue à la Grande Gueule. Oui, bonjour Moussa. Bonjour à tous les amis de Grande Gueule. Bonjour à la Guinée. Depuis votre sortie de prison, c'est la première fois que vous passez dans cette émission. Une petite leçon, un petit résumé de ce qu'aura été votre séjour à la maison carcérale. Écoutez, vous me permettrez, je crois que votre émission est une émission de grande écoute. Je ne peux pas venir ici sans rendre grâce à Dieu, sans dire que le temps que nous avons fait en prison, il a fallu aussi l'accompagnement de Dieu. Ouais. La foi que nous devions avoir envers la croyance en Dieu. Je crois qu'il est important aussi pour nous de remercier le peuple de Guinée qui nous a accompagnés pendant ces longs mois de détention arbitraire. Je voudrais aussi profiter très honnêtement pour vous remercier, vous, des médias, pour tout le travail qui a été mené, pour le soutien qui nous a été apporté en prison. On le voyait quand on était là-bas. Je crois que c'est des choses qui doivent être dites. Parce que c'est comme ça aussi la République doit fonctionner quand il y a des anomalies qui sont posées, que les uns et les autres en termes de composantes puissent apporter les soutiens qu'il faut. Ouais. Très difficile de garder ses convictions quand on est prisonnier. Étienne Soropogui, on a vu quelques tribunes évidemment de Gawal entre autres et compagnie. Comment on arrive à se refaire quand on est en prison, Étienne Soropogui? Vous savez, c'est forte. Ouais. Ça ne peut pas varier en fonction des épreuves qu'on a. Ouais. Je crois que la prison, elle est aussi faite pour vous arracher vos convictions. Elle est faite pour vous réduire, pour vous diminuer et pour vous amener à mourir à petit feu. Ouais. Je crois que ça, je suis allé, avant d'aller en prison, je suis allé prendre des cours d'endurance quelque part. J'étais préparé en y allant en prison, donc je n'ai pas accepté de vouloir sauver ma tête, tout simplement parce que je suis confronté à quelques petites difficultés qui sont inhérentes dans nos républiques à l'exercice de l'activité politique. Malgré l'offre, vous n'avez pas... Maintenant que vous êtes là, Étienne Soropogui, on a lu votre tribune et pour vous paraphraser, vous avez dit qu'il y a ce qu'on a pu dire quand on est en dehors et il y a ce qu'on dit quand on est à l'intérieur. Dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitiez dire à l'époque? Qui indexiez-vous? Parce qu'il y a quand même, ça tranchait, ce que vous disiez, tranchait avec ce que Ousmane Gawal et d'autres personnes avaient dit. Est-ce que vous les suspectiez de vouloir... Et qu'il explique pourquoi il n'est pas signataire, il n'a pas été signataire de la tribune des autres, puisque vous avez été pris pour les mêmes causes. Honnêtement, je ne veux pas ici accuser personne. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas forcément les mêmes capacités à faire face aux épreuves. Moi, vous allez dire que vous comprenez, vous les comprenez. Je comprends totalement qu'à un moment donné, quand c'est difficile, que les gens veuillent plus ou moins sauver leur tête, je crois que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Non, mais ça ne marchera pas comme ça. La tribune était claire. On a senti, parce que vous avez dit que ceux qui... Personne dans la tribune. Ce jour-là, j'ai commenté la tribune en disant que ceux-là qui se prenaient pour des Gorkosoussaï, en clair, étaient de faux durs. Et c'est ce que vous voulez dire la tribune. Vous avez semblé dire dans votre tribune que ceux-là qui étaient, quand ils étaient dehors, semblaient bomber la poitrine en disant qu'ils sont des forts, ont fini par capituler, ont fini par céder à l'endurance de la prison. Aujourd'hui, puisque la situation a changé, vous voulez changer le ton en voulant expliquer que vous comprenez la situation. Dites-nous clairement, à l'époque, dans la tribune, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous n'allez pas le faire dire quand même ce qu'il ne veut pas dire. Non, c'est ce qu'il a voulu dire. Non, il veut changer le ton, c'est pourquoi je lui rappelle. Dites-nous clairement. Non, Antoine, je crois qu'à l'époque, c'est quand même plus ou moins toute la Guinée qui avait plié les chines. Il faut le reconnaître. Alors, il ne faut pas en vouloir à un prisonnier que de vouloir sauver sa tête, que pendant que ceux qui sont dehors... Mais vous leur en vouliez quand même. Les grandes gueules. Oui, vous leur d'ailleurs avaient aussi plié les chines. Je crois que ça aussi... Vous leur en vouliez ou pas? Tout cela est à présent... Vous leur en vouliez ou pas? Tout cela est à présent derrière nous. Pas du tout. Vous leur en vouliez ou pas? Pas du tout. Bien. Les occasions m'étaient offertes aussi. Voilà. Je crois que je ne peux pas en vouloir quelqu'un qui, à un moment donné, confronté aux difficultés, peut vouloir imaginer des sorties, des mécanismes de solution pour en sortir. On nous a toujours enseigné qu'un homme
c'est celui qui, face au danger, sait qu'il ne peut pas et il recule. Donc, s'ils ont reculé face à la mort quand même. Non. C'est ce que laisse-moi. C'est pas non. Je vais pas laisser. Écoutez. Quand même. Non, je dis qu'on nous a pas enseigné ça. Non. Non, on dit même un homme ne recule pas. C'est ça un homme. C'est ce qu'on enseigne dans la société. Mon frère, on dit un homme ne recule pas. Sauf quand il n'a pas vu le danger. Il y a des dangers quand tu vois, tu recules pour mieux sauter. Mon frère, on t'a jamais dit. On dit le meilleur journaliste, c'est celui qui évite les balles. Ce n'est pas celui qui donne sa poitrine aux balles. Allez, donc laissez-moi continuer. J'ai dit bien. Mais il parle de journaliste. On ne parle pas de journaliste, on parle d'homme. Mais c'est ça, c'est un homme. Nous a enseigné dans nos cultures. Un homme, c'est celui qui ne craint pas le danger. C'est ce qu'on apprend dans nos cultures. Je ne suis pas d'accord avec toi. Un homme, c'est un homme. Allez, merci beaucoup. Allez-y, Jacques Lewarino. Quand même. Allez-y, Jacques. Alors, votre libération et celle des autres d'ailleurs est intervenue après donc ce coup d'État. Ouais. On va forcément vous entendre là-dessus, l'avènement du colonel Doumbouya et ses hommes à la tête de ce pays. Et un mot sur l'ancien régime qui vous a mis dans cette situation assez difficile. Écoutez, je crois que il vous souviendra, je fais partie des acteurs de la transition au sorti du décès du président Lansana Conté. Je crois que s'il y avait à l'époque une impulsion et une volonté commune à l'ensemble des acteurs de cette transition consécutive au décès du président Lansana Conté, c'était le refus et le rejet de toute volonté de personnaliser le pouvoir. C'est important que le pouvoir ne soit pas personnalisé. Aujourd'hui, ce qu'on gagne dans ce que nous avons obtenu, c'est que plus personne en Guinée ne prendra le pouvoir et en faire un patrimoine personnel. Le danger, c'est que si vous en faites un patrimoine personnel et que vous décidez de mourir pendant que vous êtes au pouvoir, vous êtes sûr que vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les dégâts que vous causez. Aujourd'hui, nous allons vers un schéma qui nous permettra d'impacter les gouvernances futures, parce que ceux qui seront élus ils seront là pour une certaine période et ils seront là pour, dès l'instant qu'ils quittent, ils seront amenés à répondre à tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire au-delà du coup d'État qui a déjà déposé les anciens dignitaires? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour impacter ce futur-là, justement? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire que le professeur aujourd'hui doit servir d'exemple, donc passer devant la justice et répondre de ses actes? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de notre pays, notamment les questions liées à la gouvernance économique. Moussa le rappelait tout à l'heure, il y a eu assez de détournements de ressources publiques qui ont été d'ailleurs relayés par les médias. Il y a eu assez de crimes de sang aussi. Nous, on aurait pu mourir en prison. Je crois qu'il y avait des engagements qui étaient pris de sorte que si on n'avait pas, comme vous le dites, ce courage-là, c'était vite fait de vouloir en sortir, parce que il y avait comme une volonté de tuer les gens. Je crois qu'on ne peut pas non plus mettre la serpillière sur tout ça. C'est important que la lumière et toute la lumière. Quelle est la forme que vous proposez? Ahmed, on peut corriger ça. Une volonté de tuer les gens. Je pense que c'est important quand même de revenir là-dessus. Et cette volonté se matérialisait par quoi? Comment ça s'est caractérisé? Est-ce que vous étiez maltraité? Est-ce qu'on ne vous permettait pas de bénéficier de certains avantages qui auraient pu vous permettre quand même de vous soigner, de vous nourrir? Qu'est-ce qui a été fait et qui s'apparente à une obsession à vous tuer, à vous arracher la vie? Vous savez, je suis malade. Depuis que je suis sorti, je me suis précipité à prendre un rendez-vous à Paris avec mon médecin, qui demande d'ailleurs que je trouve rapidement une fenêtre pour aller... Parce que pendant que j'étais en prison, le diagnostic avait été posé sur une embolie pulmonaire, qui est une maladie extrêmement grave. J'ai souhaité aller faire des vérifications en termes de contrôle à l'extérieur qui m'a été refusé. Ça voudrait dire aussi qu'on a voulu me tuer à petit feu en étant en prison. Ouais. Donc, je crois que ces genres de comportements sont des comportements à bannir dorénavant au niveau de la... Et vous avez accusé l'ordre des médecins d'avoir joué un rôle dans ce sens, parce que vous avez dit que votre rapport médical a été changé. Ce n'est pas l'ordre des médecins que j'ai accusé, c'est la direction de l'hôpital Ians Din. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un médecin était passé me voir en prison. Et le premier diagnostic qui a été posé était un soupçon d'embolie pulmonaire.
Quand je suis arrivé en prison, à l'hôpital, alors, selon les médecins, quand il y a un soupçon d'embolie, on va directement sur le traitement. Donc, ils m'ont prescrit des anticoagulants, le Novelox, qu'ils m'ont administré en injection. Alors, 3 jours après, je suis allé faire des vérifications au niveau cardiaque pour voir s'il n'y a pas des caillots de sang. En fait, l'embolie, c'est les caillots qui sont entre les veines du cœur et du poumon. Finalement, le constat qui a été établi, c'est qu'il n'y avait plus de caillots de sang, mais les médecins ont dit attention. Le rapport initial qui a été établi, c'était de dire, on n'exclut pas la possibilité qu'il y ait une embolie. Alors, comme nos machines sont ce qu'elles sont, c'est mieux d'aller vérifier ailleurs. C'est ce rapport qui a été falsifié pour écarter l'hypothèse d'embolie et mettre d'autres choses à l'intérieur. Voilà. Étienne Soropogui, notre invité ce matin, Mafoudia, on revient sur l'actualité hier. Il a été exclu, hein, voilà, il faut le rappeler. Exactement. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas pu accéder à la salle hier. Finalement, vous avez eu quelle explication et comment vous accueillez cela? Et puis la deuxième question, c'est par rapport aux recommandations, à ce qu'a dit le colonel. Et quand on parle des responsabilités, il y a aujourd'hui beaucoup de débats autour de la refonte de la CENI. Vous qui avez été commissaire, d'après vous, quelles seront les erreurs à éviter? Bon. Je rectifie, Lamine, je n'ai pas été... En fait, le terme écarté n'était pas... Je crois qu'il n'y avait pas une fixation sur ma personne. Il y avait un problème d'organisation que nous devons simplement regretter. Mais je crois que la junte que nous devons accompagner, ils sont à leur début. Je crois qu'en termes d'organisation, c'est vrai qu'après, j'étais un peu sur mes nerfs. Je suis du genre à dire exactement les choses quand je les ressens. Mais encore une fois, quand on est dans l'environnement public, on doit pouvoir étouffer ses sentiments personnels. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est moins nos frustrations personnelles, nos égos que le travail qui nous attend pour le compte de la nation. Je crois que tout ce qui a été annoncé, notamment par la junte, ce sont des choses absolument formidables. Ce sont des jeunes. Moi aussi, j'en dis là, parce que le président, encore on est un peu plus âgé que lui, mais ce sont des jeunes qui sont en train de faire des choses formidables pour notre pays. Je crois qu'on a obligation de les accompagner. Ce sont des patriotes qui ont pris à temps leurs responsabilités parce que, honnêtement, on était tous étouffés, fatigués. C'est un soulagement. Ce qui est arrivé, moi j'étais en prison quand j'ai vécu tout ça en live. On a eu l'impression à un moment donné que c'est parce que ça se passait à l'intérieur de la prison. Tellement on était proche de tout ça. Je crois que nous avons obligation de laisser nos rancœurs et de travailler pour que, comment on appelle, cette transition réussisse. Mais attention. Je crois que c'est important de revenir sur ça. J'ai entendu le général, le colonel Doumbouya parler de la volonté d'inclure tout le monde. C'est extrêmement une formidable idée aussi. On ne peut pas construire une Guinée que nous souhaitons en excluant des personnes. Mais attention, entre la chasse aux sorcières et une opération de salubrité publique, il y a une différence. Il y a des personnes, ceux notamment qui ont travaillé de manière assez arrogante et avec un zèle d'une extraordinaire véhémence, qui ont fait que pour créer le chaos qu'on sait, que des personnes comme moi, je sors de 10 mois de prison, sous la base de montages farfelus et grotesques. Je crois que ces genre de personnes, il faut se méfier d'eux. Ils sont plusieurs. Ceux qui ont accompagné le projet. Tous ceux qui ont accompagné. Non, c'est important. Non, mais c'est important. Tous ceux qui ont accompagné ce processus à inciter Alpha Condé à trahir nos fondamentaux. La forfaiture, je crois qu'ils doivent être écartés. Vous l'avez dit tantôt. Je crois que je vous soutiens parfaitement et je crois qu'on travaillera au niveau de la classe politique. Il faudra écarter le RPG pour les prochaines consultations. C'est différent. Je ne parle pas du RPG. Le RPG est un parti politique légalement constitué. À l'intérieur, il y a des personnes vertueuses. C'est vrai qu'après, ils ont manqué à un moment donné de courage. Cette frange-là peut être gardée pour qu'elle soit associée à la démarche. Mais des personnes, des individus qui, sans gêne, vous les avez vus ici, qui se sont mis à crier haut et fort que la Guinée, c'est Alpha Condé, sinon après ça ne marche pas. Je crois que ces gens-là ont fait du tort à notre pays. On ne peut pas mettre la serpillère. La deuxième question de Mafoudia, c'est un peu par rapport à la CENI, justement. Oui, je crois que dans le cadre de la conduite de cette transition, il s'agira naturellement de fixer des missions et des objectifs au niveau de la transition. Et je crois que l'une des missions et l'un des objectifs à fixer, c'est la conduite, c'est le transfert, de mon point de vue, du pouvoir à une autorité civile. Mais je crois que c'est important que cette fois-ci,
Ouais. qu'on prenne le temps de faire ça. Ouais. Justement. C'est important que cette fois-ci, qu'on prenne le temps de faire ça normalement. Normalement. Et surtout- Qu'est-ce que vous appelez prendre son temps? et surtout, 2 ans, 3 ans? Non, je n'ai pas envie d'aller Non, dans mais les si, c'est délais. important. Parce qu'encore une fois, les délais sont dangereux. Normalement, c'est comme si l'autre processus était en Oui, normal. on s'est souvent précipité. Je l'ai dit à mes partenaires politiques. On ne peut pas non plus, cette fois-ci, Ouais. s'embarquer Prendra le temps que ça prendra. dans la Étienne. précipitation. Vous étiez à C'est la CENI, important c'est de vous qui prendre le proposiez temps les que ça dates à prendra l'époque. Ouais. pour s'assurer que l'issue ne sera pas encore Fatale. guerre entre nous, fatale. C'est important Bien. de prendre le temps que ça prendra. C'est Etienne Sobro qui parle, il n'a pas 50 ans. Vous avez 50 ans? Non, pas du Il n'a tout. pas Bientôt, 50 bientôt. bientôt, il n'a pas 50 ans. Quand il C'est la parle même comme ça, génération. je sais, c'est la même génération. Il dit, Non, j'ai pas 50 ans. il dit qu'il faut se. Mais je dis, on a même âge. Alors, avec- Etienne Sobro semble dire qu'il faut se hâter lentement. Absolument. Alors, ce discours, il le tient, il est politique, il appartient à un groupe Non, de mais partis je ne te politiques. coupe pas la parole. Non, Je mais ne sais rien dire. Je ne sais rien dire sans faire en dehors de ma conscience. C'est important. Ouais. Je ne- vous savez très bien, mais J'avais non, en tant que Mafoudia. commissaire de la CENI, je n'ai pas eu. Non, non, non. non. Parce qu'il y a eu même des erreurs sur la composition de la CENI. Il y a eu beaucoup d'explications. CENI politique, CENI technique, ou quoi. je sais Qu'est-ce qu'il pas. faut cette fois pour une bonne CENI? Vous savez, Ou bien il faut retourner avec le ministère de les l'administration. institutions qui vont être mises en place vont être conduites aussi par des Guinéens. Et c'est d'abord le Guinéen qu'il va falloir modeler. Ouais, le nouveau Modeler, Guinée. le nouveau Guinéen. Allez-y. Est-ce que la transition peut servir de cela? Tout cela peut faire l'objet de débats pour qu'on voie. C'est vrai que c'est pas la vocation. J'entendais mon grand frère Ousmane Kaba en parler. Est-ce que c'est le rôle et la vocation d'une transition de rentrer en profondeur au niveau de cet nombre de réformes? Je crois que on ne peut pas non plus ne pas s'empêcher d'opérer un certain nombre de Dernière question, s'il te plaît. Les calendriers individuels ne seront pas acceptés. Mais vous savez comme moi qu'au sein de votre des alliances que vous avez ou bien du bloc politique auquel vous appartenez, il y a des leaders qui sont plus pressés que jamais. Alors comment vous allez pouvoir mettre tout cela dans un même panier de telle sorte que cette transition ne soit pas celle de 2010? Sidia a dit qu'on peut écrire une constitution, faire la... On a de l'expérience. intègre. Ouais. Parce que on ne peut pas continuer à recommencer. Je suis engagé en tant qu'ancien commissaire, ayant une petite expertise à la matière, à donner ce qu'il faut pour ça. Mais on peut, encore une fois, si on a la volonté, avoir l'accompagnement qu'il faut au niveau de l'extérieur, mais il nous appartient cette fois-ci de nous assurer que le processus qui permet de transférer au pouvoir aux civils soit un processus débarrassé de tous les faux problèmes. C'est possible de le faire techniquement. L'idée d'organiser une élection par l'administration et que la CENI soit, par exemple, une entité de supervision, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'elle disparaisse, oui. Ouais, le ministère de l'administration du territoire. Ouais. Oui. Quand on regarde un peu les valeurs que les nouvelles autorités se sont fixées, je ne sais pas si vous les avez vues, ils parlent eux-mêmes de la question liée à la moralisation de l'administration. Ça passe aussi par sa neutralité. On n'avait pas besoin d'une CENI si on avait des administrateurs publics qui étaient en capacité de faire un travail en toute neutralité. Je crois que l'une des impressions qu'on peut donner à cette transition, c'est de faire en sorte que toutes les institutions qui vont être mises en place travaillent dans la neutralité et dans l'impartialité. Bien. Moi, je suis par nature quelqu'un d'assez impartial. Je crois que je l'ai aussi acquis quand j'étais commissaire à la CENI. C'est important que toutes les institutions, à commencer par le gouvernement de la transition, et le Parlement qui va être mis en place. Et les institutions électorales, notamment la CENI, doivent travailler pour que personne ne prenne parti. Je crois que c'est ce côté de discours du président qui dit que le calendrier de personne ne sera accepté. Je crois que c'est important que la Guinée que nous voulons construire ne soit pas une Guinée prise en otage par un clan. Une Guinée sur mesure. Vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Écoutez, on verra. Comment ça, on verra? Avec le temps. Non, je crois que... Vous n'avez pas encore votre agrément. Je crois que l'agrément nous avait été refusé par le régime défunt, parce qu'à l'époque, il remettait les agréments à qui il voulait, en fonction du visage, de la figure que tu as.
tu n'avais pas droit à l'agrément. Je crois que c'est des questions qui vont être réglées très rapidement. Ahmed, attention, nous sommes dans un environnement pluriel. Oui, mais... Il n'est pas interdit d'avoir un parti politique, c'est une idée. Oui, c'est cet environnement pluriel qui vous a bloqué hier. C'est ça. Alors, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ce que Ahmed dit est très intéressant, Étienne Soropogui. Est-ce que ça ne devrait pas être un des points de réflexion, justement, pour cette transition, à l'intérieur le code électoral, constitution, que l'on réfléchisse un peu à comment les partis vont être structurés cette fois-ci? Je suis philosophiquement, je suis quelqu'un de libéral. Je crois qu'on ne peut pas décider d'interdire que les gens créent des entités ou apporter. Bien. Un parti politique, c'est d'abord une source d'idées. C'est ça initialement. Merci beaucoup. Après, on peut notamment mettre des critères, je suis d'accord. On peut mettre des critères pour que, dans le cadre de leur création, dans le cadre de leur fonctionnement, mais on ne peut pas non plus interdire que quelqu'un qui a une idée crée un parti politique pour incarner cette idée. Serez-vous d'accord de faire partie du nouveau gouvernement, Étienne? Je suis disposé à servir mon pays. Si on me le demande naturellement, je n'aurai aucun inconvénient. Mes respects, Étienne. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez nous. Merci à vous tous à l'international. C'est comme ça, on se quitte évidemment au compte de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission à la radio, à Kabine Condé, Malisila, notre ami Alassane Diallo, Papoutou, Mafata Sano, toute l'équipe en région. Dans un instant sur Radio Espace, midi évidemment avec l'équipe d'Antoine Kourouma, sinon sur Espace TV, le 19h45 qui revient, avec Miss Eben évidemment, Aïssatou Sané. Sinon demain, c'est évidemment El Tigre qui sera avec nous pour votre émission Les GG. Nous allons faire aussi un saut du côté du Mali avec Imam Diko, évidemment, qui sera là aussi. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Du groupe d'officiers qui a pris le pouvoir après le décès du général Lansana Conté. Numéro 3 du CNDD, il est déjà perçu aux côtés du capitaine Dadis comme le vice-président. C'est donc sans surprise qu'il devient président de la transition après la tentative d'assassinat contre le chef de la junte. Son ami, le général Sekouba Konaté, a réussi ce qui était inespéré à l'époque, organiser les élections et partir. Sur son expérience de dirigeant intérimaire, les conseils qu'il entend donner au colonel Mamadi Doumbouya, général Sekouba Konaté El Tigre, chez les GG ce jeudi dès 9h sur Espace. Réagissez en live, #EspaceGG ou au 00224 657 39 13 13.